nous avons vu comment a évolué le modèle de régulation des jeux en ligne en France depuis 5 ans. Mais aujourd'hui, il nous faut maintenant anticiper sur les métamorphoses d'un secteur qui est, on l'a vu aussi ce matin et cet après-midi, en pleine mutation. Il faut pouvoir anticiper pour pouvoir nous adapter. Dans un secteur, nous l'avons vu aussi dans la précédente table ronde, qui est par définition mondiale, il nous a semblé opportun de donner d'abord la parole à 2 acteurs internationaux. Le directeur général du régulateur espagnol, à côté de M. Charles Copolani, et un représentant de la Commission européenne, qui vont nous dire justement qu'est-ce qu'ils font à leur niveau. Nous donnerons ensuite la parole à un opérateur historique, le président du PMU, et à un opérateur arrivé en 2010, Winamax. Enfin, Régis Juanico, député de la Loire et vice-président du comité d'évaluation et de contrôle de l'Assemblée nationale, viendra nous parler de la mission d'évaluation sur la régulation des jeux d'argent et de hasard en France, qui vient d'être lancée par l'Assemblée nationale. Charles Copolani, enfin, nous donnera le point de vue de l'Argel sur la question. Et ensuite, nous accueillerons le ministre du Budget, Christian Eckert, qui vient donc de répondre à une question posée par Christian Hutin. Carlos Hernández Rivera, vous êtes le directeur général de la Direction générale de Ordenación del Juego, donc l'Argel espagnol. Vous êtes un peu le Charles Copolani espagnol. D'ailleurs, Carlos, c'est la traduction de Charles. Pourriez-vous nous présenter le modèle espagnol de régulation, notamment en ce qui concerne les opérateurs et leurs sous-traitants? Thank you very much. Merci. Et comme je vous ai dit, je vais parler en espagnol. Je suis désolée parce que je suis plus à l'aise en espagnol et je crois que ce serait mieux pour vous tous de ne pas m'entendre en français ou en anglais. Mais je voudrais remercier tout le monde, particulièrement Argel et son président, de m'avoir invité. Mais je ne suis pas le Charles Copolani d'Espagne, non. Institution, c'est vraiment un honneur de participer dans cet événement. J'en suis moi-même ravi. Je voudrais m'excuser pour ne pas avoir l'adresse de me diriger à vous en français. Merci. Eh bien, comme nous avions prévu, je vais parler en espagnol. J'essaierai de parler lentement pour que l'on puisse me traduire. L'idée de mon exposé, tel que l'on me l'a demandé, est de parler du modèle espagnol de régulation en insistant tout particulièrement sur le régime des licences en ce qui concerne les opérateurs en Espagne, car à la différence de ce qui se passe dans d'autres systèmes comme le français, cela comprend aussi les fournisseurs électroniques, ce qu'on appelle les B2B, ce qui représente un meilleur contrôle des objectifs que prévoit la loi et comme c'est prévu pour toutes les entités de régulation en ligne. La Direction générale de l'ordination du jeu est effectivement l'Argel espagnol. J'ai l'honneur de la présider. En Espagne, nous avons des compétences différentes des françaises. Le jeu physique est de la compétence des régions autonomes espagnoles. Et la Direction générale est un nouvel organisme qui a été créé il y a 5 ans. Et celui-ci est chargé des jeux sur Internet et des loteries d'État, des loteries nationales publiques. Donc, nous avons mis en marche, comme l'a fait Argel, le marché légal des jeux en ligne en Espagne avec les grands objectifs que nous partageons tous, qui sont la protection de la santé publique à travers l'établissement de mécanismes permettant de prévenir des problèmes de ludopathie et d'addiction et d'un autre côté, la protection de l'ordre public, tout particulièrement la prévention de certains délits tels que le blanchiment de capitaux et en Espagne, étant donné nos circonstances historiques, également le financement d'activités de terrorisme. Pour ce faire, toutes les ordinations juridiques et également la française ont 2 objectifs immédiats. Tout d'abord, ce que nous appelons le jeu sûr et le jeu responsable. Le jeu sûr, afin que les joueurs, les consommateurs soient protégés, tant
en ce qui concerne leurs données bancaires et personnelles, et également que le jeu soit transparent et bien contrôlé, et qu'il existe le hasard ou l'absence de corruption promise aux joueurs, et que leurs fonds investis soient protégés de façon adéquate. Et d'un autre côté, nous sommes également responsables du jeu afin que celui-ci ne promeuvent pas des comportements de risque et d'addiction, d'accoutumance qui peuvent créer les problèmes que nous connaissons dans la société, même si de façon mineure, heureusement, et contrôlée. Avant d'entrer dans la matière, j'aimerais en quelques minutes vous donner des informations générales du contexte espagnol. Notre marché est plus jeune que le français. Il est né en juin 2012, ce qui veut dire qu'il n'a que 3 ans. Pendant ces 3 premières années, ce marché a donné un volume économique de quantité jouée de 19 milliards d'euros. Ce n'est pas un grand marché par rapport à d'autres marchés européens, mais ce n'est pas non plus un petit marché. Et ce qui est important, c'est qu'en ce qui concerne les investissements bruts des joueurs, les revenus, il y a eu 450 millions d'euros de revenus pour les joueurs, et la tendance du marché des jeux en ligne en Espagne est en croissance de 2 chiffres depuis qu'il a été mis en marche. Donc, il a une tendance à augmenter, mais il ne faut pas confondre cette tendance générale avec la santé du marché dans son ensemble, car, comme c'est le cas dans d'autres marchés, tous les sous-secteurs ou tous les segments ne présentent pas la même tendance. En Espagne, les paris sont un grand marché qui tire le marché en général. Nous avons aussi des jeux de casinos autorisés, et également cette année, on a permis les slots, et ceci est en croissance tant que cela dépasse le poker, qui était le premier segment le jour où l'on a mis en marche le marché. Comme je disais, le poker a une tendance à la baisse. Je crois que c'est commun sur tous les marchés de notre domaine, enfin de nos voisins, évidemment, non seulement dû aux problèmes de régulation, mais également de par la configuration du jeu tel qu'il est compris socialement. Bon, on n'entrera pas dans ces réflexions. Et ensuite, grâce au système de contrôle que nous avons sur le marché, nous pouvons identifier les joueurs de notre juridiction et leur comportement précis. De ce point de vue, nous pouvons vous dire que d'après les données de 2014 qui sont déjà publiées sur notre page web, il y a 800 000 joueurs actifs en Espagne. Et par joueurs actifs, nous comprenons non pas ceux qui ont joué au moins en 2014 une fois, et ce sont des chiffres très élevés, mais il faut les préciser, car 800 000 joueurs, en fait, 40% d'entre eux n'a joué qu'un mois. Et 70%, 76% d'entre eux n'ont jamais joué plus de 4 mois. Nos données prouvent que le marché, c'est ce qui arrive dans les autres marchés. Les changements de joueurs est très élevé. Donc, comme je vous dis, la plupart ne passent que 3 mois. 88% des joueurs sont des hommes de 26 à 45 ans. Et ils participent surtout à des paris, et ils dépensent environ 243 € par an, plus les hommes 288 par rapport aux femmes qui dépensent 260 € par an, avec une quantité moyenne de 7 000 €. Et maintenant, nous allons nous concentrer pendant les 6 minutes qui me restent, si l'on ne me coupe pas, sur les éléments fondamentaux de notre système, d'après nous. Et c'est en fait la façon dont on a conçu le concept de l'opérateur pour déterminer les entités qui avaient besoin d'une licence pour opérer en Espagne. En fait, avant la régulation du marché, il était facile d'observer que face à la pratique généralisée de commercialisation de jeux par un opérateur en bloc, c'est-à-dire il développait la chaîne complète de la prestation du service, et c'était l'opérateur qui était en lien avec le joueur par le contrat du jeu. Mais il y avait de nombreuses entreprises qui contribuaient
à prêter des services sur le marché que l'on pourrait appeler des services collatéraux ou accessoires à la prestation du jeu en tant que tel. Nous parlons de services qui sont accessoires mais importants tels que la sécurité, la gestion du marketing, la gestion du jeu et également lorsqu'on a abordé la réglementation, il existait de nombreux opérateurs et des plateformes de jeux qui offraient à des opérateurs B2C des prestations intégrales de toute la chaîne de services de jeux aux différents joueurs. Face à cette réalité et pour que les objectifs de contrôle soient le plus efficacement suivis, afin de protéger la santé et l'ordre public, en Espagne, on a décidé de définir des opérateurs de façon générique et large afin que les fournisseurs technologiques, mais pas tous, après j'expliquerai les nuances, soient soumis au contrôle de la direction générale et qu'ils aient besoin d'une licence correspondante. Dans la loi espagnole, l'opérateur ayant besoin d'une licence pour opérer en Espagne et toute entité prêtant un service de jeu, que ce soit une activité principale ou accessoire, que ce soit directement auprès des usagers ou autres qui prêtent des services aux usagers, aux joueurs, s'il y a deux aspects concurrents. D'un côté, que la rétribution que reçoit cette entité, cette entreprise pour ses services soit proportionnelle à l'activité du jeu et à la quantité propre à l'activité du jeu, et aussi que cette activité entre dans le processus fondamental du jeu. Qu'est-ce qu'on entend par processus fondamental du jeu? Depuis la captation des données du client, en passant par le contrôle de l'activité du jeu en tant que tel, le jeu de hasard en termes généraux, la protection de ces données personnelles, la protection finalement des fonds. Toute entité, qu'elle soit en relation ou non avec un joueur, prêtant ses services en ensemble ou séparément pour un autre opérateur, aura besoin de licences selon la loi espagnole. D'après nous, ceci a permis deux choses très bonnes pour le système. D'un côté, les opérateurs petits, non implantés sur notre marché ou dans d'autres marchés internationaux pourront aspirer à entrer sur le marché espagnol s'il y a des plateformes intégrales leur prêtant les services à eux sous le contrôle du régulateur espagnol et par conséquent, ces petits opérateurs n'auront pas besoin d'assumer la responsabilité de ce qu'ils ne comprennent pas ou de ce qu'ils ne développent pas directement. Et d'un autre côté, il s'agit de permettre de façon interne dans notre juridiction une liquidité entre différents opérateurs pour les jeux qui auront besoin de cette liquidité ou qui tireront bénéfice de cette liquidité. L'exemple paradigmatique est le poker, mais il y a aussi le bingo, les slots, les paris croisés, tous les jeux en général en Espagne. Dès le départ, nous avons des opérateurs et des licenciés dont les seuls services consistent à garantir que d'autres opérateurs puissent générer un réseau dans lequel leurs joueurs puissent jouer ensemble. En Espagne, nous sommes satisfaits de ce système. Le fait que le B2B ait une licence nous permet d'avoir des informations complètes sur toute l'activité, non seulement les informations sur le B2C qui connaissent leurs joueurs, mais le B2B qui connaît les joueurs de tous les opérateurs du réseau. Ainsi, les compétences de contrôle en tirent un grand bénéfice et ceci ne veut pas dire que le système soit parfait. Il est vrai que dans notre système, on a abordé cette question de la définition de l'opérateur de façon très large. Il y a des figures très claires qui ne posent aucun problème, telles que le co-organisateur de réseau, mais d'autres fournisseurs technologiques de logiciels sont aux limites de la définition et il faut décider au cas par cas s'il faut leur donner des licences ou non. Et ça, ce n'est pas la meilleure situation pour offrir la sécurité juridique dont ont besoin les opérateurs. Donc, de ce point de vue, on pourrait améliorer
améliorer notre système. D'un autre côté, même s'il a été révélé que ce n'était pas si important que cela, mais notre système n'a pas différencié des types de licences. Que ce soit un opérateur B2B ou B2C, il a la même licence. Ceci, dans la pratique, nous a permis de résoudre des problèmes parfaitement, mais du point de vue de la sécurité juridique, peut-être aurait-il mieux valu établir des types de licences différents, surtout parce que les éléments sous notre contrôle ne sont pas les mêmes selon les opérateurs. Dans la pratique, je vous le dis, parfois nous ne pouvons pas qualifier certains éléments dans un B2B qui se réfère à un B2C. Comment qualifier qu'un joueur ne soit pas mineur? Évidemment, ceci n'est pas appliqué aux joueurs, mais dans notre loi, on ne prévoit pas cette différence. Et nous, après ces 3 ans d'expérience, nous considérons qu'il vaudrait mieux établir un régime de licence qui ne soit pas radicalement différent, mais avec des nuances qui permettent d'offrir de la sécurité aux opérateurs voulant entrer sur notre marché. Je crois que j'ai dépassé mon temps de parole de 2 minutes. J'avais d'autres choses à dire, mais je ne le dirai pas pour ne pas ôter du temps à mes collègues de table, mais je reste à votre disposition pour les questions que vous voudrez bien me poser. Merci beaucoup.